nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen, Katia-Line Landaburu, vice-présidente du fan club de Valérie Le Rouge, correspondant de France 2. Place à présent à l'édito de la faute à l'Europe. Et le youtubeur Ludo d'Osons Causer a souhaité se pencher sur l'incroyable offensive des lobbies du gaz ici à Bruxelles. Selon un rapport récent d'Attaque et des Amis de la Terre, les lobbies gaziers auraient dépensé la bagatelle de 100 millions d'euros pour convaincre les dirigeants européens que le gaz est une énergie propre. Ludo pousse donc son coup de gueule. Wesh wesh Ludo. Wesh wesh les amis. Alors on va parler de la politique énergétique européenne et plus précisément du gaz naturel et de ses puissants lobbies. En ce moment, il y a la Commission européenne qui sponsorise 77 projets d'infrastructures qui visent à augmenter nos importations de gaz naturel. Alors ces infrastructures, ils appellent ça des projets d'intérêt commun et ça va nous coûter plusieurs dizaines de milliards d'euros. Alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on construit plein de projets d'infrastructures gazières alors que nos infrastructures existantes sont sous-utilisées. Par exemple, nos gazoducs sont utilisés qu'à 58% de leur capacité. Et les terminaux méthaniers, c'est-à-dire les ports pour importer du gaz, sont utilisés qu'à 30%. Donc il n'y a pas vraiment besoin de construire de nouvelles infrastructures. On pourrait se dire, si on en fait, c'est peut-être que notre consommation de gaz va exploser. Mais même pas. La consommation de gaz naturel, elle diminue en ce moment dans l'Union européenne. Et si on regarde nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, la consommation devrait continuer à descendre. Donc pourquoi est-ce qu'on construit tous ces trucs-là? En fait, on fait ça pour diminuer notre dépendance au gaz russe. Parce que le gaz russe, ça fournit 30% du gaz consommé en Union européenne et on aimerait quoter ça. Et pour le diminuer, on pourrait très bien faire une transition vers les énergies renouvelables et favoriser encore la baisse de la consommation de gaz. Mais c'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des gros projets de gazoducs pour dépendre d'un autre gaz, plus le gaz russe, mais le gaz d'Azerbaïdjan. Alors c'est complètement absurde. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette absurdité? C'est qu'il y a des lobbies gaziers à Bruxelles qui ont plus intérêt qu'on dépende de gaz d'Azerbaïdjan plutôt qu'on passe aux renouvelables. Et il y a un rapport récent qui montre que les lobbies du gaz à Bruxelles ont dépensé 105 millions d'euros en 2016 pour rencontrer les commissaires européens plus de 400 fois. Donc peut-être que c'est pour cette raison que on cherche à moins dépendre du gaz russe en dépendant d'un autre gaz plutôt qu'en faisant une transition énergétique. Donc la morale de tout ça, c'est que il faut mieux contrôler les lobbies à Bruxelles parce que les industriels ont un poids très important sur nos choix de politique. Et 2, la transition écologique ne se fera jamais sans supervision et regard très vigilant des citoyens. Merci Ludo. Donc il faut le regard, la supervision des citoyens. C'est votre job, Sylvie Guillaume, le Parlement européen. Oui, d'ailleurs, ils peuvent tout de suite regarder si le lobby gazier en question de Ludo, qui a l'air de découvrir que les lobbies existent, je suis désolée, mais enfin les méthodes, l'argent consacré, on a les idées assez précises. Il a qu'à aller regarder sur le registre de transparence, par exemple, pour voir si les lobbies gaziers sont inscrits, combien il est déclaré qu'il consacre d'argent à tout cela. Et je pense qu'il fera quelques découvertes intéressantes. C'est grâce notamment à ce registre et à ce chiffrage qu'on arrive à savoir que le lobby gazier a dépensé 105 millions d'euros en 2016. Tout à fait, et il pourra regarder tout ce qui est consacré effectivement par les gros lobbies, notamment dans l'agroalimentaire ou encore les big pharma, et je pense qu'on fait des découvertes assez intéressantes. Et une fois qu'on a fait ces découvertes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les contrôle davantage, les lobbies? Parce que ça, c'est l'autre question. Bien sûr, on les contrôle. Il y a des badges d'accès qui peuvent être retirés. Vous parlerez de ça avec Monsanto et consorts qui n'ont pas voulu répondre à un certain nombre de demandes, de participer à des réunions, et donc leurs badges d'accès ont été supprimés. Bon, ils essayent de rentrer autrement et donc on va s'occuper de ça aussi. Donc c'est un contrôle qui est un contrôle compliqué, délicat, mais je trouve qu'on a beaucoup progressé. Et ça suffit de dire que les lobbyistes, on leur retire leur accréditation, ils ne peuvent plus rentrer dans le Parlement européen. Ça se limite à ça, le contrôle des lobbies? Ça ne suffit pas, mais vous ne pouvez pas non plus indiquer qu'un lobby est forcément quelque chose de crassouille par nature. Les lobbyistes, les groupes de pression, ils font leur travail. S'ils ne le font pas correctement, s'ils le font avec de la corruption, il faut effectivement qu'ils soient sanctionnés. Mais défendre un point de vue a priori, quand il est contrôlé, quand il est encadré, ça n'est pas a priori contestable. Quand c'est fait avec de la corruption, quand on paye des gens pour déposer des amendements, ce qui s'est traduit ici par quand même des prises de position et des évacuations de ce Parlement manu militari, oui, c'est sale. Mais on peut faire autrement. D'accord. En même temps, quand Ludo dit nos
infrastructures gazières sont sous-utilisées. Notre consommation de gaz naturel diminue et en même temps, on va investir des fortunes pour construire ces trucs-là, comme il dit, et on est davantage dépendant du dictateur, potentiellement, d'Azerbaïdjan plutôt que du dictateur russe. Je ne sais pas s'il a dit dictateur pour Poutine, mais bon, il pensait à Poutine. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Mais moi, je ne suis pas spécialiste du gaz, ni russe, ni d'Azerbaïdjan. Mais il faut que tout le monde soit concerné. Le Parlement peut faire son travail en termes de contrôle, mais à un moment donné, la décision, elle se fait aussi dans les États. Donc il faut aussi que le contrôle et le contrôle des lobbies se fassent dans tous les niveaux. Oui. Alors justement, le mode opératoire des lobbies. Et c'est là où le contrôle ne suffira pas, parce qu'ils ont un mode opératoire qui est complètement hallucinant. Ils ont une force de frappe énorme, on l'a vu avec les moyens dont ils disposent à la fois financiers et humains. Et puis, ils ont cette possibilité de nouer des alliances par exemple avec des grandes industries comme la chimie, comme le BTP, qui trouvent aussi des intérêts à avoir le gaz. Chasse en meute. Voilà, exactement. Et puis, ils ont même été jusqu'à noyauter les lobbies ici à Bruxelles, censés défendre les énergies renouvelables. Comment ils l'ont fait ? Via leur filiale, par exemple. On a Total qui a sa filiale SunPower et qui a réussi comme ça à noyauter le lobby du photovoltaïque. Et même chose dans l'éolien. Et on a vu qu'en quelques années, par exemple, dans le cadre des lobbies de l'éolien, ils avaient revu à la baisse leurs objectifs en matière de placement des énergies renouvelables dans le mix énergétique. On est passé de 45%, 2 ans plus tard à 30%. Et il faut savoir évidemment que ces objectifs ont influencé les décisions de la Commission européenne en ce sens. Valérie. Tout n'est pas acheté effectivement chez les lobbies. Et les ONG, vous le disiez, ont aussi du poids, sont aussi là très souvent. Le problème, c'est la distorsion ou la différence des moyens. budgets. Effectivement, je crois qu'on parle de 3 Exactement. millions d'euros dépensés par les lobbies Amis de la Terre, Oxfam ou autres en 2016 sur le gaz, contre 100 et quelques millions 3%, ouais. pour les industries gazières. Et je crois que les 3 plus grosses entreprises à Bruxelles qui ont des moyens en lobbying, ce sont 3 énergéticiens. Ça doit être Total, EDF et Engie, quelque chose comme ça. Donc effectivement, le problème, c'est l'écart entre les moyens des deux. En soi, qu'il y ait des différentes études qui s'opposent, qui nourrissent le débat, c'est plutôt positif. Le problème, c'est la différence des moyens entre les deux. D'accord. Qui va toujours du côté de l'argent. Voilà. Et au moment où ça s'exprime. Parce que quant à la Commission, il y a des groupes d'experts. Je pense qu'il faut aussi regarder là qui constituent ces groupes d'experts, quels sont leurs liens. Donc ça peut être aussi assez intéressant à regarder. Sylvie Guillaume, vice-présidente socialiste du Parlement européen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Katia-Lynn Landaburu, Valérie Le Rouge, merci. Un plaisir. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau en chair et en os. D'habitude, vous donnez des claques à votre caméraman dans votre chronique et là, vous êtes avec nous. Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin, Solène Dupont de l'Estrin et Alexandre Rougier qui l'ont préparé. Et vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine sur France Info, évidemment. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.